2010 en tant que chercheuse scientifique en lutte biologique et elle est devenue directrice aujourd'hui de la lutte biologique des cultures en 2023. Elle est responsable, donc aujourd'hui, elle est devenue en 2023 directrice et aujourd'hui, elle est responsable donc du développement et de la mise en œuvre de technologies de lutte biologique pour la gestion des arthropodes nuisibles, soutenant donc les pratiques de gestion durable des cultures pour l'horticulture ornementale et de production. Rose, nous te remercions d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation et le stage is yours. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur le campus de l'Université Laval, où est-ce que j'ai fait mes études doctorales. Donc, tu peux même me voir. Oui. Je vais continuer à parler. OK. Bon, donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de nos projets de recherche au Centre de recherche Vineland, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans les serres ontariens et à l'échelle canadienne par rapport aux luttes antiparasitaires contre des ravageurs. Donc, je vais essayer le petit pointeur et là, il ne marche plus. Je vais utiliser les flèches, non? Ah, voilà. Le pointeur aussi. Ah, c'est pas grave, je vais utiliser des flèches. Ça marche. Ah, ça marche. C'est celui-là? Oui, exact. Okay. Bon, bien sûr, c'est moi qui présente, mais c'est le travail de beaucoup d'autres personnes, entre autres les conseillers de OMAFRA, le ministère ontarien de l'Agriculture, Sarah et Siobhan. Je travaille aussi beaucoup avec Cynthia Scott Dupree de l'Université de Guelph, qui est maintenant à la retraite. Et aussi beaucoup de monde à Vineland, mes techniciennes, notre chercheur en biochimie, Christine et David aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup des TRIPS. C'est un ravageur très difficile à contrôler. Ceux entre vous qui sont des producteurs, je dirais, vous allez me dire que le TRIPS, c'est le ravageur le numéro 1 pour contrôler. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Les TRIPS, ils ont plusieurs stades dans leur cycle de vie qui ne sont pas susceptibles aux pesticides ou même les agents de lutte biologique. Les œufs sont insérés dans le tissu des feuilles et les pupes, ils se cachent dans le substrat. En plus, les TRIPS, les stades actifs, ils se cachent beaucoup dans les coins où souvent les insecticides ne les touchent pas. Ils peuvent aussi grandir leur population très vite. Ça veut dire qu'ils ont une fécondité élevée. Ils peuvent aller de 1 TRIPS jusqu'à plus de 6 000 dans 1 mois et demi. Donc, une très grande croissance rapide des populations. En plus, ils sont très bons à manger n'importe quoi. Ils ont plusieurs plantes hôtes, n'importe quoi. Il n'y a presque aucune plante qu'ils ne mangent pas. Et en plus, ils peuvent détoxifier beaucoup de pesticides, devenir résistantes, qui amènent beaucoup de problèmes. Cela, c'est rempiré par leur reproduction haplodiploïde, ce qui veut dire qu'elle est pour faire une femelle, ça prend un œuf fécondé. Mais pour faire des mâles, ça prend pas d'accouplement. Et en plus, les mères peuvent après s'accoupler avec leur fils et là, ça fait beaucoup de femelles qui font beaucoup d'œufs, etc., etc. Aussi, ça veut dire que des traits de résistance, par exemple, sont amenés directement à la prochaine génération sans mélange génétique. Et finalement, les humains, les activités humaines les aident beaucoup à les
répandre dans les serres, sur le matériau végétal, sur des boutures et n'importe quoi. Ils sont répandus par tout le monde. Ça, c'est une petite histoire des TRIPS. Je vois une similarité entre nos présentations, mais c'est vraiment, les TRIPS se sont emparés du monde. Et ils ont changé la lutte biologique et la lutte intégrée. Je parle des TRIPS des petits fruits, Frankliniella occidentalis, qui, dans les années 70 à 80, étaient juste en Californie. Mais là, elle s'est répandue dans toutes les Amériques, en Europe et dans tout le monde. Parce que cette espèce de TRIPS est très résistante aux pesticides, elle a vraiment poussé l'usage de la lutte biologique dans les plantes ornementales et d'autres cultures en serre. Donc, cette TRIPS-là, cette espèce a été le principal objectif de recherche pendant les 40 dernières années. Donc, on connaît beaucoup sur cette TRIPS-là. Elle m'a gardée employée pendant presque toute ma carrière. Mais il y a des résultats. La majorité des floricultures, par exemple, en Ontario, utilisent la lutte biologique contre le TRIPS des petits fruits. Ça a été vraiment un grand processus. Au début, les TRIPS étaient un obstacle pour faire la lutte biologique. Même si les producteurs voulaient faire la lutte biologique, c'était très difficile parce qu'il fallait pulvériser contre des insecticides contre les TRIPS. Maintenant, avec la résistance et le manque de produits qui marchent contre les TRIPS, et en plus le grand effort de recherche sur la lutte biologique, il y a maintenant, ça se passe presque tout biologiquement et presque aucun pesticide contre les TRIPS. Ça veut dire qu'elle est devenue la pierre angulaire de la lutte biologique en serre, parce que si on a un programme de lutte biologique qui marche contre les TRIPS, on n'a pas le choix, il faut le faire biologiquement. Il faut aussi faire la lutte biologique contre d'autres ravageurs, parce que beaucoup de pesticides ne sont pas compatibles avec la lutte biologique contre les TRIPS. Et c'est pour ça que presque 94% des producteurs en Ontario, dans les fleurs, font la lutte biologique. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisent aucun pesticide, mais c'est leur programme de base. Donc, ça a l'air de ça. Ça, c'est une infographique qu'on a faite sur les chrysanthèmes. En bas, ça se passe des boutures jusqu'à la culture finie. On commence avec le trempage, les dips des boutures, des acariens prédatrices et on continue avec comme des biopesticides et des nématodes, d'autres prédateurs, le piéçage en masse. Et avec le but, à la fin, qu'on n'a fait aucune pulvérisation ou peut-être un pour juste nettoyer la culture. Alors, on pensait qu'on avait réglé les TRIPS en serre, surtout en ornemental. Sauf qu'un sondage sur les producteurs au niveau des problèmes liés aux ravageurs a démontré que les TRIPS sont encore le ravageur qui pose le plus de problèmes et qui cause le plus grand nombre de pertes de récoltes. Et en 2022, la moitié des producteurs ont déclaré que vraiment les TRIPS, c'est encore un grand problème et ils ne sont pas satisfaits de leur lutte biologique. Et ils ont connu plus d'infestations assez graves au cours des 5 dernières années. Donc, qu'est-ce qui a changé? On a discuté avant que quand on regarde, on trouve toujours quelque chose. Et c'était le cas quand personne n'avait regardé c'était quoi dans la serre des TRIPS. On pensait que c'était le TRIPS des petits fruits, Frankliniella occidentalis. Mais en 2016, ma collègue Sarah Jendricic du ministère ontarien de l'Agriculture
a trouvé que oui, il y avait encore beaucoup de Frankliniella occidentalis dans les serres de fleurs, mais qu'un tiers était le thrips de l'oignon. Et là, c'était vraiment une surprise. Et ça a fait penser que peut-être le thrips de l'oignon, c'était la cause que les producteurs avaient tant de problèmes inexpliqués. Il y a aussi d'autres espèces, on trouve un petit peu d'échinothrips et d'autres thrips, mais ça, c'était vraiment l'image dans les fleurs en Niagara. Depuis ça, on a regardé plus de serres, plus de cultures. En Ontario, on a regardé des tomates, des concombres, des poivrons, les aubergines, les fraises et même le cannabis. Et j'espère que vous pouvez voir les différences entre les différentes gradations de vert. Mais surtout dans les tomates, on a vu que la moitié était le thrips de l'oignon. Et ça explique un petit peu aussi pourquoi dans les tomates, on voit de plus en plus de problèmes avec les thrips que d'habitude, il n'y en avait pas. Dans le cannabis, grande surprise, presque tous les thrips étaient le thrips de l'oignon. Bien sûr, ça, c'est juste un survol. On n'a pas regardé tous les serres de l'Ontario. On a fait notre mieux. On a juste quelques personnes pour compter toutes les plaques jaunes collantes. Mais ça donne vraiment l'impression que les espèces de thrips changent. Je sais que le CRAM et l'ECDO font aussi des dépistages maintenant ici au Québec. Et ça serait très intéressant de comparer les résultats. Donc, ce n'est pas juste le thrips de l'oignon. On trouve quand même aussi plus d'espèces exotiques maintenant dans ces dernières années, surtout des espèces envahissantes comme, ça c'est toute la liste qu'on a trouvée, mais surtout le thrips parvispinus qui commence à être vraiment un problème et le thrips setosus. Je ne connais pas les noms français, désolé, mais les noms latins, ça marche toujours. Donc, il y a plusieurs raisons possibles pourquoi on trouve maintenant plus de thrips envahissantes exotiques. C'est l'augmentation du commerce mondial. Aussi, pendant le COVID, tout le monde achetait des plantes, des feuillages tropicaux. Tout le monde était des parents des plantes. On a retiré encore plus de pesticides puissants. Donc, ça se peut qu'avant, on les tuait avec des pesticides assez broad spectrum. Et là, on n'a plus. Des changements climatiques qui a vraiment élargi les aires de répartition. Et bien sûr, quand on regarde, on trouve toujours quelque chose. C'est pour ça qu'on trouve, c'est très important maintenant de savoir identifier les espèces de thrips. Les clés traditionnelles scientifiques sont très compliquées. Il faut regarder vraiment avec un microscope les petits poils sur leur deuxième segment de l'abdomen et la terminologie, c'est épouvantable. Même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et souvent, ils incluent non plus les espèces exotiques qu'on trouve. C'est vraiment, les clés sont faites pour l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut trouver là? Et c'est pas... donc, on a vraiment vu un besoin et ma technicienne Ashley et Sarah du ministère ont fait une clé pour les producteurs et des conseillers, consultants qui ne citent qu'un binoculaire 40X. Donc, comme vous voyez là, ça, c'est 300 $ maintenant sur Amazon. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir un. Il y a des langages et des diagrammes faciles à comprendre. Et il y a aussi des espèces qui sont présentes dans les cultures en Ontario. Donc, c'est disponible en ligne. Ça, probablement, vous amène à la dernière version. Donc, quand identifier les thrips, c'est vraiment important lorsque vous voyez quelque chose inhabituel.
Donc, quand un programme de lutte biologique ne marche plus ou quand il y a une culture que normalement, ils n'ont pas des TRIPS, vous envoyez. Et surtout, ça peut vous aider à informer comment les contrôler. Premièrement, il faut savoir, ça peut vous dire d'où viennent les TRIPS. Il y a des espèces locales comme le TRIPS des petits fruits et le TRIPS tabaci qui viennent de l'extérieur. Ici, vous voyez les graphiques que le piégeage à l'intérieur et à l'extérieur, ça correspond vraiment étroitement. Donc, le piégeage de masse, les moustiquaires, ça peut vraiment aider à diminuer déjà que les TRIPS rentrent. Pour les TRIPS exotiques, viennent plus souvent sur les boutures ou le matériel végétal infesté. Donc là, vous pouvez faire le trempage des boutures ou mettre en quarantaine les nouvelles arrivées jusqu'à vous savez que c'est propre. Notez que Frankliniella occidentalis, les TRIPS de petits fruits et Echinothrips peuvent aussi venir avec des matériels végétaux infestés. Bien sûr aussi, certains TRIPS sont plus résistantes aux pesticides que d'autres. Donc, savoir quels TRIPS vous avez, ça peut vous aider à sélectionner des pesticides. Ici, vous voyez qu'avant la pulvérisation et après la pulvérisation, les TRIPS de l'oignon ont diminué, donc ça a marché. Mais les TRIPS des petits fruits ont resté stables. Donc là, ce producteur a réglé sa problème de TRIPS de l'oignon, probablement, mais pas sa problème de TRIPS des petits fruits. Contre les TRIPS de l'oignon, on a fait plusieurs études pour voir c'est quoi la lutte biologique et est-ce que ça marche autant pour des deux différents TRIPS. Dans le laboratoire, on a vu que tout ce qui marche contre les TRIPS des petits fruits marche aussi contre les TRIPS de l'oignon et des fois même mieux, comme ici l'acarien prédatrice Swirsky marchait même mieux pour les TRIPS de l'oignon. On est allé en serre pour voir et aussi tous ces agents de lutte biologique ont bien marché. Donc, ça explique peut-être pas les problèmes qu'on a vus dans les serres commerciales. Ça, c'est encore une question qu'on se pose. Mais on a vu aussi, surtout avec des biopesticides comme le Beauveria, le Metarhizium, que c'est très important comment on les applique et quelle formulation on utilise. Par exemple, dans le laboratoire, tous les produits marchaient. Mais dans la serre, comme vous voyez ici, seulement les produits à base de l'huile ont marché contre le TRIPS de l'oignon et les produits à base de poudre, de wettable powder, WP, ont moins bien marché. Ça, on ne sait pas encore pourquoi encore, mais c'était très clair. En plus, on peut utiliser ces produits au substrat pour contrôler les TRIPS, des pupes de TRIPS. Les nématodes ont très bien marché dans le laboratoire, mais pas en serre. Encore, on ne sait pas pourquoi. C'est ça la recherche. Les traitements au sol avec les biopesticides comme le Metarhizium et le Beauveria ont vraiment bien réduit le TRIPS tabaci, le TRIPS de l'oignon. Ici, ça n'a pas l'air que les prédateurs du sol, le Dalosia, le Stratiolelaps ont marché, sauf quand on augmentait leur dose, ça a très bien marché aussi. Donc là, il faut trouver un anneau pour les gouverner tous, toutes les espèces de TRIPS. On se rapproche pour un programme de lutte intégrée efficace pour le TRIPS tabaci et le Frankliniella occidentalis. On a vu que les prédateurs peuvent attaquer les TRIPS tabaci et que, comme j'ai dit, que la formulation et les méthodes d'application affectent l'efficacité des produits dans la serre.
Et on commence maintenant un projet similaire sur le TRIPS parvispinus. Donc, je n'ai pas encore de résultats. J'espère commencer cet été pour celui-là. Combien de minutes j'ai encore? 7 minutes. Oh, et 15 minutes de questions. Je vais probablement gruger un petit peu dans les questions. Parce que là, la lutte biologique, ce n'est pas le seul moyen qu'on a pour battre les TRIPS. On s'est aussi demandé comment les facteurs environnementaux ou des choses qu'on fait avec les plantes, comme les engrais, peuvent affecter les TRIPS. Et est-ce qu'on peut changer la capacité des plantes à se défendre avec, par exemple, des biostimulants? C'est pas nouveau, ces pensées-là. Il y a plusieurs études qui ont démontré que quand on réduit les fertilisants, on peut diminuer la valeur nutritionnelle des plantes pour les ravageurs, comme les TRIPS, et on peut augmenter les défenses des plantes. Je n'ai pas le temps d'aller dans toutes ces études, mais on a voulu démontrer ça dans les chrysanthèmes contre les TRIPS des petits fruits. On a vu que, OK, il y avait l'espace pour diminuer un peu les fertilisants. Les chrysanthèmes reçoivent beaucoup d'engrais et que c'est possible, en fait, de diminuer les populations de TRIPS vers la fin de la culture. Voilà, les plantes avec moins de fertilisants avaient aussi moins de TRIPS. Sauf que il fallait vraiment diminuer les engrais beaucoup, et ça affectait la qualité des plantes. C'était vraiment sur le bord, la plante au milieu. Est-ce qu'elle est encore acceptable ou non? C'est la grande question. Et on a vu aussi beaucoup de variabilité. Donc, et on a vu que le programme de lutte biologique par après a très bien marché à n'importe quel taux d'engrais. Donc, la lutte biologique est assez forte. Donc, diminuer les fertilisants pour avoir moins de TRIPS, c'est peut-être pas la meilleure stratégie vraiment, mais vous pouvez économiser de l'argent. Là, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Et on a voulu voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans les plantes. Donc, on a contacté notre laboratoire de biochimie pour faire l'analyse métabolomique. Et on a pris des plantes, on a fait pousser des plantes, différentes variétés, 2 taux d'engrais hauts et élevés et basses. Et on a fait en haut, on a pris des feuilles, on a fait des essais avec les TRIPS pour savoir qu'est-ce que ça faisait avec les TRIPS, la biologie. En même temps, on a fait l'analyse métabolomique pour voir qu'est-ce qui se passait dans la plante. Est-ce qu'il y avait une activation de défense des plantes? Est-ce que le taux de nutrition nutritive a diminué? On ne savait pas. Donc, on a vu, oui, on pouvait encore trouver des différences entre la fertilisation élevée et basse, mais on a vu beaucoup plus de différences entre les variétés. Donc là, en bas et en haut, vous voyez les groupes de bas sont des différentes variétés. Donc, ça a l'air que l'engrais, oui, ça peut faire une différence, mais l'effet variété est beaucoup plus grand. On n'a pas vu malheureusement un effet de biostimulant non plus. Ça ne veut pas dire qu'aucun biostimulant marche, mais ceux qu'on a essayés dans les chrysanthèmes, ça ne faisait pas de différence. En biochimie, les métabolites, oui, on a vu encore des différences, pas dues aux biostimulants, mais les plantes à faible teneur d'engrais avaient plus de composés défensifs et aussi une concentration plus faible d'acides aminés, donc moins de valeur nutritive pour les TRIPS. Donc, OK, bon, encore beaucoup de variations entre les variétés. Et en effet, les variétés, c'était la plus grande déterminante. Qu'est-ce qui se passe avec les TRIPS?
Donc ici, sur ce graphique-là, si les pointillés sont proches, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence ou beaucoup moins de différence. S'ils sont loin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de différence. Et on voit vraiment que les échantillons se groupent par variété, pas par fertilisant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les producteurs? Que c'est vraiment important de choisir des cultivars ou des variétés moins vulnérables pour faire la base de la lutte intégrée contre les ravageurs. On peut réduire les taux d'engrais, mais les effets sont relativement mineurs dans les chrysanthèmes en pot. Ça ne veut pas dire que d'autres cultures, ça peut être différent, mais dans les chrysanthèmes en pot, ça n'a pas fait... l'effet était mineur. Et aussi, malheureusement, les biostimulants qu'on a essayés à base de bacillus et tout ça, ça n'a pas vraiment augmenté les défenses contre les trips, mais ça a quand même beaucoup d'avantages bénéfiques au niveau du développement de racines et tout ça. Un petit projet qui a suivi, c'était que parce qu'on a fait beaucoup d'analyses métabolomiques et on pouvait corréler ça avec la résistance des trips, on a trouvé des biomarqueurs qui peuvent prédire si une plante, le chrysanthème, est résistante ou susceptible. Et cela pourrait aider potentiellement les producteurs à choisir un bon cultivar, un cultivar résistant, ou même des compagnies qui font l'amélioration des plantes, développement de nouvelles variétés, à ne pas faire mettre sur le marché un plante susceptible. Donc là, on espère qu'on pourrait offrir ce service-là. Donc là, ma dernière diapo. La lutte intégrée contre les trips ne se limite pas juste au biocontrôle. J'espère que je vous ai démontré que le nombre d'espèces de trips dans les cultures sous serre augmente. Donc, c'est très important de savoir quelle espèce de trips vous avez. On a fait maintenant 3 workshops en Ontario pour montrer aux producteurs comment identifier les trips. Peut-être on pourrait même venir au Québec. C'était très apprécié et tu viens jouer avec des mini petits trips et des binoculaires. Quand même fun. Aussi, sélectionner des variétés moins sensibles lorsque c'est possible, parce qu'on veut quand même des fleurs jaunes, des fleurs mauves, des fleurs. Donc là, c'est pas toujours possible. Et aussi vraiment faire un programme de surveillance. Bon, bien sûr, c'est moi qui présente, mais c'est le travail de beaucoup d'autres personnes, entre autres les conseillers de OMAFRA, le ministère ontarien de l'Agriculture, Sarah et Siobhan. Je travaille aussi beaucoup avec Cynthia Scott-Dupree de l'Université de Guelph, qui est maintenant à la retraite. Et aussi beaucoup de monde à Vineland, mes techniciennes, notre chercheur en biochimie, Christine et David aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup des trips. C'est un ravageur très difficile à contrôler. Ceux entre vous qui sont des producteurs, je dirais, vous allez me dire que les trips, c'est le ravageur le numéro 1 pour contrôler. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Les trips, ils ont plusieurs stades dans leur cycle de vie qui ne sont pas susceptibles aux pesticides ou même les agents de lutte biologique. Les œufs sont insérés dans le tissu des feuilles et les pupes, ils se cachent dans le substrat. En plus, les trips, les stades actifs, ils se cachent beaucoup dans les coins où souvent les insecticides ne les touchent pas. Ils peuvent aussi grandir leur population très vite. Ça veut dire qu'ils ont une fécondité élevée. Ils peuvent aller de 1 trips jusqu'à plus de 6 000 dans 1 mois et demi.
Donc, très grande croissance rapide des populations. En plus, ils sont très bons à manger n'importe quoi. Ils ont plusieurs plantes hautes, n'importe quoi. Il n'y a presque aucune plante qu'ils ne mangent pas. Et en plus, ils peuvent détoxifier beaucoup de pesticides à devenir résistantes, qui amènent beaucoup de problèmes. Cela, c'est rempiré par leur reproduction haplodiploïde, ce qui veut dire pour faire une femelle, ça prend un œuf fécondé, mais pour faire des mâles, ça prend pas d'accouplement. Et en plus, les mères peuvent après s'accoupler avec leur fils et là, ça fait beaucoup de femelles qui font beaucoup d'œufs, etc., etc. Aussi, ça veut dire que des traits de résistance, par exemple, sont amenés directement à la prochaine génération sans mélange génétique. Et finalement, les humains, les activités humaines les aident beaucoup à les répandre dans les serres, sur le matériau végétal, sur des boutures et n'importe quoi. Ils sont répandus par tout le monde. Ça, c'est une petite histoire des TRIPS. Je vois une similarité entre nos présentations, mais c'est vraiment, les TRIPS se sont emparés du monde. Et ils ont changé la lutte biologique et la lutte intégrée. Je parle des TRIPS des petits fruits, Frankliniella occidentalis, qui, dans les années 70 à 80, étaient juste en Californie. Mais là, elle s'est répandue dans toutes les Amériques, en Europe et dans tout le monde. Parce que cette espèce de TRIPS est très résistante aux pesticides, elle a vraiment poussé l'usage de la lutte biologique dans les plantes ornementales et d'autres cultures en serre. Donc, cette TRIPS-là, cette espèce a été le principal objectif de recherche pendant les 40 dernières années. Donc, on connaît beaucoup sur ce TRIPS-là. Elle m'a gardée employée pendant presque toute ma carrière. Mais il y a des résultats. La majorité des floricultures, par exemple, en Ontario, utilisent la lutte biologique contre le TRIPS des petits fruits. Ça a été vraiment un grand processus. Au début, les TRIPS étaient un obstacle pour faire la lutte biologique. Même si les producteurs voulaient faire la lutte biologique, c'était très difficile parce qu'il fallait pulvériser contre des insecticides contre les TRIPS. Maintenant, avec la résistance et le manque de produits qui marchent contre les TRIPS, et en plus le grand effort de recherche sur la lutte biologique, il y a maintenant, ça se passe presque tout biologiquement et presque aucun pesticide contre les TRIPS. Ça veut dire qu'elle est devenue la pierre angulaire de la lutte biologique en serre. Parce que si on a un programme de lutte biologique qui marche contre les TRIPS, on n'a pas le choix, il faut le faire biologiquement. Il faut aussi faire la lutte biologique contre d'autres ravageurs parce que beaucoup de pesticides ne sont pas compatibles avec la lutte biologique contre les TRIPS. Et c'est pour ça que presque 94% des producteurs en Ontario dans les fleurs font la lutte biologique. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisent aucun pesticide, mais c'est leur programme de base. Donc, ça a l'air de ça. Ça, c'est une infographique qu'on a faite sur les chrysanthèmes. En bas, ça se passe des boutures jusqu'à la culture finie. On commence avec le trempage, les dips, des boutures, des acariens prédatrices et on continue avec comme des biopesticides et les nématodes d'autres prédateurs, le piéçage en masse. Et avec le but, à la fin, qu'on n'a fait aucune pulvérisation
ou peut-être un pour juste nettoyer la culture. Alors, on pensait qu'on avait réglé les trips en serre, surtout en ornemental. Sauf qu'un sondage sur les producteurs au niveau des problèmes liés aux ravageurs a démontré que les trips sont encore le ravageur qui pose le plus de problèmes et qui cause le plus grand nombre de pertes de récoltes. Et en 2022, désolé, la moitié des producteurs ont déclaré que vraiment les trips, c'est encore un grand problème et ils ne sont pas satisfaits de leur lutte biologique. Et ils ont connu plus d'infestations assez graves au cours des 5 dernières années. Donc, qu'est-ce qui a changé? On a discuté avant que quand on regarde, on trouve toujours quelque chose. Et c'était le cas quand personne n'avait regardé c'était quoi dans la serre des trips. On pensait que c'était le trips des petits fruits, Frankliniella occidentalis. Mais en 2016, ma collègue Sarah Jendrisic du ministère ontarien de l'Agriculture a trouvé que oui, il y avait encore beaucoup de Frankliniella occidentalis dans les serres de fleurs, mais qu'un tiers était le trips de l'oignon. Et là, c'était vraiment une surprise. Et ça a fait penser que peut-être le trips de l'oignon, c'était la cause que les producteurs avaient tant de problèmes inexpliqués. Il y a aussi d'autres espèces, on trouve un petit peu d'échinotrips et d'autres trips, mais ça, c'était vraiment l'image dans les fleurs en Niagara. Depuis ça, on a regardé plus de serres, plus de cultures. En Ontario, on a regardé des tomates, des concombres, des poivrons, les aubergines, les fraises et même le cannabis. Et j'espère que vous pouvez voir les différences entre les différentes gradations de vert. Mais surtout dans les tomates, on a vu que la moitié était le trips de l'oignon. Et ça explique un petit peu aussi pourquoi dans les tomates, on voit de plus en plus de problèmes avec les trips que d'habitude, il n'y en avait pas. Dans le cannabis, grande surprise, presque tous les trips, c'était le trips de l'oignon. Bien sûr, ça, c'est juste un survol. On n'a pas regardé tous les serres de l'Ontario. On a fait notre mieux. On a juste quelques personnes pour compter tous les plaques jaunes collantes. Mais ça donne vraiment l'impression que les espèces de trips changent. Je sais que le CRAM et l'ECDO font aussi des dépistages maintenant ici au Québec. Et ça serait très intéressant de comparer les résultats. Donc, ce n'est pas juste le trips de l'oignon. On trouve quand même aussi plus d'espèces exotiques maintenant dans ces dernières années, surtout des espèces envahissantes, comme ça, c'est toute la liste qu'on a trouvée, mais surtout le trips parvispinus, qui commence à être vraiment un problème, et le trips setosus. Je ne connais pas les noms français, désolé, mais les noms latins, ça marche toujours. Donc, il y a plusieurs raisons possibles pourquoi on trouve maintenant plus de trips envahissantes exotiques. C'est l'augmentation du commerce mondial. Aussi, pendant le COVID, tout le monde achetait des plantes, des feuillages tropicaux. Tout le monde était des parents des plantes. On a retiré encore plus de pesticides puissants. Donc, ça se peut qu'avant, on les tuait avec des pesticides assez broad spectrum. Et là, on l'a pu. Des changements climatiques qui a vraiment élargi les aires de répartition. Et bien sûr, quand on regarde, on trouve toujours quelque chose. C'est pour ça qu'on trouve, c'est très important maintenant de savoir identifier les espèces de trips. Les clés traditionnelles scientifiques sont très compliquées.
Il faut regarder vraiment avec un microscope les petits poils sur leur deuxième segment de l'abdomen et la terminologie, c'est épouvantable. Même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et souvent, ils incluent non plus les espèces exotiques qu'on trouve. C'est vraiment, les clés sont faites pour l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut trouver là? Et c'est pas... donc, on a vraiment vu un besoin et ma technicienne Ashley et Sarah du ministère ont fait une clé pour les producteurs et des consultants qui ne nécessitent qu'un binoculaire 40X. Donc, comme vous voyez là, ça, c'est 300 $ maintenant sur Amazon. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir un. Il y a des langages et des diagrammes faciles à comprendre. Et il y a aussi des espèces qui sont présentes dans les cultures en Ontario. Donc, c'est disponible en ligne. Ça probablement vous amène à la dernière version. Donc, quand identifier les TRIPS, c'est vraiment important lorsque vous voyez quelque chose inhabituel. Donc, quand un programme de lutte biologique ne marche plus ou quand il y a une culture que normalement, ils n'ont pas des TRIPS, vous envoyez. Et surtout, ça peut vous aider à informer comment les contrôler. Premièrement, il faut savoir, ça peut vous dire d'où viennent les TRIPS. Il y a des espèces locales comme le TRIPS des petits fruits et le TRIPS tabaci qui viennent de l'extérieur. Ici, vous voyez les graphiques que le piégeage à l'intérieur et à l'extérieur, ça correspond vraiment étroitement. Donc, le piégeage de masse, les moustiquaires, ça peut vraiment aider à diminuer déjà que les TRIPS rentrent. Pour les TRIPS exotiques, ils viennent plus souvent sur les boutures ou le matériel végétal infesté. Donc là, vous pouvez faire le trempage des boutures ou mettre en quarantaine les nouvelles arrivées jusqu'à vous savez que c'est propre. Notez que Frankliniella occidentalis, les TRIPS des petits fruits et Echinothrips peuvent aussi venir avec des matériels végétaux infestés. Bien sûr aussi, certains TRIPS sont plus résistantes aux pesticides que d'autres. Donc, savoir quels TRIPS vous avez, ça peut vous aider à sélectionner des pesticides. Ici, vous voyez qu'avant la pulvérisation et après la pulvérisation, les TRIPS de l'oignon ont diminué, donc ça a marché. Mais les TRIPS des petits fruits ont resté stables. Donc là, ce producteur a réglé sa problème de TRIPS de l'oignon, probablement, mais pas sa problème de TRIPS des petits fruits. Contre les TRIPS de l'oignon, on a fait plusieurs études pour voir c'est quoi la lutte biologique et est-ce que ça marche autant pour des deux différents TRIPS. Dans le laboratoire, on a vu que tout ce qui marche contre les TRIPS des petits fruits marche aussi contre les TRIPS de l'oignon et des fois même mieux, comme ici l'acarien prédatrice Swirsky marchait même mieux pour les TRIPS de l'oignon. On est allé en serre pour voir et aussi tous ces agents de lutte biologique ont bien marché. Donc, ça explique peut-être pas les problèmes qu'on a vus dans les serres commerciales. Ça, c'est encore une question qu'on se pose. Mais on a vu aussi, surtout avec des biopesticides comme le Bovaria, le Metarhizium, que c'est très important comment on les applique et quelle formulation on utilise. Par exemple, dans le laboratoire, tous les produits marchaient. Mais dans la serre, comme vous voyez ici, seulement les produits à base de l'huile ont marché contre le TRIPS de l'oignon et les produits à base de poudre, de wettable powder, WP, ont moins bien marché. Ça, on ne sait pas encore pourquoi.
encore. Mais c'était très clair. En plus, on peut utiliser ces produits au substrat pour contrôler les trips, des pupes de trips. Les nématodes ont très bien marché dans le laboratoire, mais pas en serre, encore. On ne sait pas pourquoi. C'est ça la recherche. Les traitements au sol avec les biopesticides comme le météricium et le Beauveria ont vraiment bien réduit le trips tabaci, le trips de l'oignon. Ici, ça n'a pas l'air que les prédateurs du sol, le Dalosia, le Stratiolaelaps ont marché, sauf quand on augmentait leur dose, ça a très bien marché aussi. Donc là, il faut trouver un anneau pour les gouverner tous, toutes les espèces de trips. On se rapproche pour un programme de lutte intégrée efficace pour le trips tabaci et le Frankliniella occidentalis. On a vu que les prédateurs peuvent attaquer les trips tabaci et que, comme j'ai dit, que la formulation et les méthodes d'application affectent l'efficacité des produits dans la serre. Et on commence maintenant un projet similaire sur le trips parvispinus. Donc, je n'ai pas encore de résultats. J'espère commencer cet été pour celui-là. Combien de minutes j'ai encore? 7 minutes. Oh, et 15 minutes de questions. Je vais probablement gruger un petit peu dans les questions. Parce que là, la lutte biologique, ce n'est pas le seul moyen qu'on a pour battre les trips. On s'est aussi demandé comment les facteurs environnementaux ou des choses qu'on fait avec les plantes, comme les engrais, peuvent affecter les trips. Et est-ce qu'on peut changer la capacité des plantes à se défendre avec, par exemple, des biostimulants? C'est pas nouveau, ces pensées-là. Il y a plusieurs études qui ont démontré que quand on réduit les fertilisants, on peut diminuer la valeur nutritionnelle des plantes pour les ravageurs, comme les trips, et on peut augmenter les défenses des plantes. Je n'ai pas le temps d'aller dans toutes ces études, mais on a voulu démontrer ça dans les chrysanthèmes contre les trips des petits fruits. On a vu que, OK, il y avait l'espace pour diminuer un peu les fertilisants. Les chrysanthèmes reçoivent beaucoup d'engrais et que c'est possible, en fait, de diminuer les populations de trips vers la fin de la culture. Voilà, les plantes avec moins de fertilisants avaient aussi moins de trips. Sauf que il fallait vraiment diminuer les engrais beaucoup, et ça affectait la qualité des plantes. C'était vraiment sur le bord, la plante au milieu. Est-ce qu'elle est encore acceptable ou non? C'est la grande question. Et on a vu aussi beaucoup de variabilité. Donc, et on a vu que le programme de lutte biologique par après a très bien marché à n'importe quel taux d'engrais. Donc, la lutte biologique est assez forte. Donc, diminuer les fertilisants pour avoir moins de trips, c'est peut-être pas la meilleure stratégie vraiment, mais vous pouvez économiser de l'argent. Là, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Et on a voulu voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans les plantes. Donc, on a contacté notre laboratoire de biochimie pour faire l'analyse métabolomique. Et on a pris des plantes, on a fait pousser des plantes, différentes variétés de taux d'engrais hauts et élevés et basses. Et on a fait en haut, on a pris des feuilles, on a fait des essais avec les trips pour savoir qu'est-ce que ça faisait avec les trips, la biologie. En même temps, on a fait l'analyse métabolomique pour voir qu'est-ce qui se passait dans la plante. Est-ce qu'il y avait une activation de défense des plantes? Est-ce que le taux de nutrition nutritive a diminué? On ne savait pas. Donc, on a vu, oui, on pouvait encore trouver des différences entre la fertilisation élevée
est basse, mais on a vu beaucoup plus de différences entre les variétés. Donc là, en bas et en haut, vous voyez les groupes de bas sont des différentes variétés. Donc, ça a l'air que l'engrais, oui, ça peut faire une différence, mais l'effet variété est beaucoup plus grand. On n'a pas vu malheureusement un effet de biostimulant non plus. Ça ne veut pas dire qu'aucun biostimulant marche, mais ceux qu'on a essayés dans les chrysanthèmes, ça ne faisait pas de différence. En biochimie, les métabolites, oui, on a vu encore des différences, pas dues aux biostimulants, mais les plantes à faible teneur d'engrais avaient plus de composés défensifs et aussi une concentration plus faible d'acides aminés, donc moins de valeur nutritive pour les trips. Donc, OK, bon, encore beaucoup de variations entre les variétés. Et en effet, les variétés, c'était la plus grande déterminante. Qu'est-ce qui se passe avec les trips? Donc ici, sur ce graphique-là, si les pointillés sont proches, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence ou beaucoup moins de différence. S'ils sont loin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de différence. Et on voit vraiment que les échantillons se groupent par variété, pas par fertilisant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les producteurs? Que c'est vraiment important de choisir des cultivars ou des variétés moins vulnérables pour faire la base de la lutte intégrée contre les ravageurs. On peut réduire les taux d'engrais, mais les effets sont relativement mineurs dans les chrysanthèmes en pot. Ça ne veut pas dire que d'autres cultures, ça peut être différent, mais dans les chrysanthèmes en pot, ça n'a pas fait... l'effet était mineur. Et aussi, malheureusement, les biostimulants qu'on a essayés à base de bacillus et tout ça, ça n'a pas vraiment augmenté les défenses contre les trips, mais ça a quand même beaucoup d'avantages bénéfiques au niveau du développement de racines et tout ça. Un petit projet qui a suivi, c'était que parce qu'on a fait beaucoup d'analyses métabolomiques et on pouvait corréler ça avec la résistance des trips, on a trouvé des biomarqueurs qui peuvent prédire si une plante, le chrysanthème, est résistante ou susceptible. Et cela pourrait aider potentiellement les producteurs à choisir un bon cultivar, un cultivar résistant, ou même des compagnies qui font l'amélioration des plantes, développement de nouvelles variétés, à ne pas faire mettre sur le marché une plante susceptible. Donc là, on espère qu'on pourrait offrir ce service-là. Donc là, ma dernière diapo. La lutte intégrée contre les trips ne se limite pas juste au biocontrôle. J'espère que je vous ai démontré que le nombre d'espèces de trips dans les cultures sous serre augmente. Donc, c'est très important de savoir quelle espèce de trips vous avez. On a fait maintenant 3 workshops en Ontario pour montrer aux producteurs comment identifier les trips. Peut-être on pourrait même venir au Québec. C'était très apprécié et tu viens jouer avec des mini petits trips et des binoculaires. Donc, quand même fun. Aussi, sélectionner des variétés moins sensibles lorsque c'est possible, parce qu'on veut quand même des fleurs jaunes, des fleurs mauves, des fleurs. Donc là, c'est pas toujours possible. Et aussi vraiment faire un programme de surveillance régulier pour, vers la fin, vendre des belles plantes. Et avec ça, j'aimerais remercier tous les organismes et compagnies qui ont appuyé cette recherche, aussi toutes les personnes du laboratoire de biocontrôle, de biochimie, BESAIR, OMAFRA et tous les autres qui ont contribué.
Et voilà comment me contacter. Et merci beaucoup. Merci Rose pour cette belle présentation. C'est maintenant la période des questions. Merci beaucoup, Rose. Je te confirme, oui, le trip, c'est un gros problème partout. Juste voir, vous parliez de diminuer l'engrais. Je sais que j'ai assisté à des conférences l'année passée, puis je m'intéresse pas mal à cet élément-là. Dans la fraise, au lieu de diminuer les engrais, il y avait utilisé des applications d'éléments mineurs, comme le molybdate, qui peut transférer là, la nitrate réductase, tout ça. Puis il avait réussi, par l'application d'éléments mineurs en foliaire, de réduire la dose d'azote au niveau de la fertilisation, ce qui pouvait aider à lutter contre le blanc, par exemple, puis d'autres maladies ou peut-être insectes. Je me demandais si c'est quelque chose que vous aviez testé. Bon, je pense que dans d'autres cultures, ça se peut très bien que ça marche beaucoup mieux que dans le chrysanthème. On a utilisé le chrysanthème comme plante d'expérience parce qu'il y en a beaucoup en Ontario et les trips sont un grand problème. Mais ça serait vraiment intéressant de voir dans d'autres cultures, comme la fraise, qu'est-ce qui se passe. Et je pense maintenant, avec l'analyse biochimique des métabolites, et si on identifie encore plus de biomarqueurs, qu'on pourrait voir si certaines variétés ou certains traitements sont plus résistantes que d'autres. Ouais. Au lieu de faire des essais en serre avec des trips, qui est beaucoup de travail, là, on est presque capable, il faut encore confirmer que ça marche vraiment, mais on est presque capable de prendre juste des échantillons et de regarder certains aspects de la plante biochimique pour dire oui ou non. Donc. Je peux me permettre juste une autre petite question. Je pense que vous travaillez là-dessus. Je veux voir s'il y a des développements. Il y a de plus en plus d'entreprises de culture, soit de verdure ou de fraises, même en indoor, c'est-à-dire en culture en bâtiment. Il n'y a aucun pesticide homologué là, de ce côté-là. Je sais qu'au niveau des insectes, il y a un gros jeu avec la couleur, avec l'environnement, la température. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos recherches à ce niveau-là. Pour des espaces verts à l'intérieur? Pour des cultures indoor. Ouais. Oui, ça serait toute la lutte biologique, la lutte physique, donc le piégeage, la prévention. La prévention est tellement importante. Aussi, savoir quelle espèce est le problème, parce que là, il y a beaucoup de plantes tropicales. Donc, est-ce que c'est Frankliniella occidentalis de Tripseptifri ou est-ce que c'est une espèce exotique envahissantes? Ça va faire toute la différence. Mais heureusement, il y a comme les huiles minéraux, comme le landscape oil ou le soft oil, ça pourrait être appliqué à l'intérieur aussi des fois. Les biopesticides comme le Beauveria, le métharysium, en équipe avec les prédateurs. Donc, mais ce sont des programmes sur mesure, c'est vrai. Merci, Rose. Dans une des diapos que tu montrais, tu parlais de dipping, du dipping de bouture, là. Puis, tu avais des résultats meilleurs avec des huiles qu'avec du copa, qui est du savon. Oui. Pourquoi? C'est le même mécanisme d'action? Oui, le copa, le savon insecticide, ça marche très bien contre les pucerons, les aleurodes, mais les trips, c'est drôle, on a vu sur plusieurs espèces que ça marche moins bien, le savon tout seul. Par contre, les huiles minéraux, ça tue même les œufs. Donc, peut-être ça a quand même une action un petit peu différente par suffocation ou par une petite toxicité élevée pour les trips, oui. Vous n'avez pas fait les essais de dipping dans la fraise? Pas nécessairement. On sait que on connaît des produits qui marchent contre plusieurs espèces de trips, les tétraniques, les aleurodes.
Donc, tant que les fraises peuvent survivre, Ouais. là, on peut appliquer ces méthodes. OK, merci. Merci. Tout à l'heure, Rose, tu parlais de l'origine du triple des petits fruits qui viendrait de la Californie. Puis l'étendue qu'il a pris depuis ce temps-là, est-ce que c'est simplement parce qu'on l'entretient durant l'hiver ou c'est parce qu'il y a vraiment aussi maintenant des biotypes qui sont adaptés à des climats beaucoup plus froids? On pense que maintenant, le triple des petits fruits s'est adapté à l'extérieur et peut survivre les hivers. Ça ne vient pas tout le temps du sud, malheureusement. Donc, c'est une espèce naturalisée, peut-être. Il a eu sa résidence permanente. Oui, oui. Il y a une question en ligne après. Oui, on aura une question ici de la part de Angèle Rivas qui va comme suit. Avez-vous des expériences de contrôle avec Diciphus comme prédateur polyphage? Oui, Diciphus, il aime beaucoup les trips aussi. Donc, il faut juste savoir comment l'intégrer dans le programme. Dans mon petit infographique, j'ai montré Aureus, qui est assez similaire. Mais Diciphus, oui, certainement, il aime aussi manger des trips. Donc, par exemple, dans la culture de tomates, je pense que Diciphus pourrait être un bon prédateur, vu que le Aureus et d'autres prédateurs n'aiment pas être sur des tomates. Et le trichome et toutes les choses collantes dans les trichomes, ça les empêche. Et le Diciphus est adapté, donc il marcherait bien dans la tomate. Merci beaucoup pour la présentation. On a commencé aussi un programme de recherche avec le cannabis, puis évidemment, j'étais surpris de voir la disparité dans le trips à petits fruits. Moi aussi. Puis, je vois que vous faites des travaux en métabolomique. Est-ce que vous avez essayé de faire le lien pour la préférence du trips tabaci versus occidentalis sur le cannabis? Parce qu'on sait que c'est... Non, pas encore. Non, ça serait très intéressant de voir s'il y a un lien. Je ne sais pas, notre experte en cannabis, là, ici, est-ce qu'on le remarque chez nous, Justine? Est-ce qu'on remarque ça chez nous aussi, que le trips tabaci est beaucoup plus prévalent que... Je te confirme que oui. Tu me confirmes que oui. Voilà, hein? Puis, une autre petite question. Les travaux que vous faites là, sur le chrysanthème avec essayer de relier les marqueurs biochimiques pour déterminer la résistance, évidemment, ça, c'est intéressant, mais pour trouver un marqueur biochimique, il faut que vous fassiez des extractions, les analyses sur HPLC, puis tout cela. Êtes-vous capable de l'associer à un marqueur génétique qui serait beaucoup plus facile? Puis votre marqueur biochimique, en fonction du moment de prélèvement, peut varier. Ça, alors que, est-ce que vous êtes capable de dire, bon, ben ça, c'est comme un gène de résistance ou un gène particulier qui est associé à cela, puis ça irait plus vite de faire une analyse génétique. Oui, ça serait le but ultime. On a commencé par le métabolomique parce qu'on peut vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans la plante au moment de dépistage, quels mécanismes de défense sont induits, lesquels ne sont pas. On a vraiment commencé par ça, mais finalement, pour être économique, il faut qu'à un moment donné, les producteurs peuvent utiliser ça, peut-être. Mais je dirais un essai métabolomique est beaucoup moins cher que d'avoir un de mes techniciens faire tous les essais en serre ou même en laboratoire en mettant des trips sur des feuilles pour voir combien qui meurent. Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et bien sûr, finalement, si on comprend c'est quoi le mécanisme derrière tout ça, on pourrait encore améliorer ça. Okay. Est-ce qu'on pourrait utiliser tous vos résultats, que ce soit pour l'engrais ou les tests biochimiques, pour, mettons, inventer ou
sélectionner la super plante piège qui serait comme ou tu sais, de prendre une plante qu'on sait qui a tous les marqueurs biochimiques que les trips aiment, de mettre l'engrais qu'il faut pour faire, c'est ça, la plante la plus attractive possible, puis l'utiliser comme une plante piège? Oui, donc avec l'engrais, je dirais si vous prenez Chesapeake, chrysanthème Chesapeake, et vous mettez assez d'engrais, ça c'est le meilleur plant piège que vous pouvez avoir. Puis est-ce que ce serait fonctionnel pour des trips ou ça ferait juste augmenter les populations puis finalement ils finiraient par migrer vers les plantes qu'on veut pas? Oui, donc quand j'étais à Harrow il y a 15 ans, j'ai fait des essais avec des plantes pièges. Et en effet, si on les néglige, ça devient un réservoir. Donc, il faut vraiment les enlever avant que les trips disent « Ah, c'est trop occupé ici, je m'en vais ailleurs. » Mais en général, les trips restaient assez sur les plantes pièges. Bien sûr, les trips ne sont pas des bons voleurs. Donc, le placement des plantes pièges, c'était important. Où est-ce qu'ils rentrent dans la serre par les aires de bouche d'air et de ventilation et tout. Donc, le même résultat, vous pouvez l'avoir aussi avec des plaques collantes ou des bandes collantes, qui est un peu plus facile à entretenir que les plantes pièges. Donc, les plantes pièges ne sont pas pour tout le monde, mais ça marche très bien quand c'est bien fait. Peut-être une dernière question. Mais avant ça, je crois, sur votre canne, c'est Tabachi qui est dessiné ou Pardon? c'est quel trips qui est dessiné sur votre bouteille d'eau? Oh! C'est un trips. Oh oui, je c'est sais ça. pas. Ma question, c'était par rapport aux variétés. Est-ce que, parce que sur la figure de l'analyse en composante principale, on a vu que donc il y avait plusieurs variétés. Et est-ce que la résistance qu'on a observée est peut-être, comment on dit, liée à la couleur des fleurs? C'est possible. On a vu quelques indications, mais bien sûr, on ne sait pas encore exactement. On a juste, on a ramassé tellement de données sur les trips et sur les métabolomiques que là, on commence à être capable de faire des biomarqueurs. Il faut vérifier ça dans un projet futur. Okay. Je n'ai pas eu ma subvention. Donc, c'est ça. Ouais. OK. On va terminer là. Merci beaucoup, Rose.